c'est que chaque Français puisse manger à sa faim. L'inflation s'est enflammée. C'est sous perfusion, on n'a pas voulu voir la réalité. C'est une volonté des gouvernements de faire baisser la valeur de la monnaie parce que sans ça, les gouvernements ne pourront pas rembourser leurs dettes. On voit ça sans arrêt, la fin des grands cycles, la fin des grands empires. Toujours la tentation à la fin, c'est créer de la monnaie. Bien, ça nous amène à une folie monétaire. C'est quelque chose qui est en train de fausser l'économie mondiale. It will come. It will come. In due course. Ça y est, nous y voilà au crépuscule de ce long cycle économique. Les crises et leurs boucs émissaires se succèdent, mais le voile qui se lève nous révèle un monde fragile et désorienté. Impassible, Bitcoin poursuit sa fulgurante ascension, reprend son souffle, repart de plus belle, imposant jour après jour le langage d'une ère nouvelle. Je m'appelle Jacques-Édouard, bienvenue sur BTC Touchpoint. Chaque semaine, au travers de lectures et de conversations, je vous mets le pied à l'étrier. Je partage avec vous les savoirs fondamentaux pour comprendre Bitcoin. Salut, troisième et dernière partie du chiffre zéro et Bitcoin de Robert Breedlove. Nous voici donc à la conclusion de cette analyse qui, dressant un parallèle entre la découverte du zéro et celle de Bitcoin, nous conte la naissance du zéro et la puissance qu'il apporte aux mathématiques, ce langage universel par excellence. Ce chiffre zéro, il se heurte longtemps aux obstacles dressés par des institutions menacées par l'irruption dans la société de cette notion radicalement nouvelle de vacuité, de néant. L'Église catholique en particulier s'y oppose violemment et pour cause, le narratif soutenant son pouvoir sera pulvérisé par les prises de conscience que le zéro permet. On l'a bien compris, aujourd'hui, l'Église mensongère et dispendieuse, c'est la Fed et les banques centrales qui manipulent les peuples à force de propagande économique fallacieuse, parasitant l'économie de leur politique monétaire inflationniste. Et nous avons cette chance historique d'exister comme témoins et comme participants actifs de l'essor de Bitcoin qui, à l'instar du zéro, nous révèle par la radicale simplicité de son essence, l'erreur, la manipulation, l'extorsion organisée au service de la consolidation du pouvoir au sommet. Dans cette dernière partie, Breedlove souligne l'unicité du Bitcoin, cette caractéristique qu'il partage avec le chiffre zéro. Robert va également nous expliquer en quoi l'absolue rareté du Bitcoin constitue un point de Schelling dans la théorie des jeux. Adopter Bitcoin va s'avérer une stratégie absolument incontournable pour les parties prenantes du système monétaire mondial. Cela marque le commencement d'une nouvelle ère pour la monnaie. On y va. Le chiffre zéro et Bitcoin, un essai de Robert Breedlove, publié sur Medium le 29 mars 2020, troisième et dernière partie. La dépendance au sentier de Bitcoin. La dépendance au sentier est la sensibilité d'un résultat à l'ordre des événements qui y ont conduit. Au sens large, cela signifie que l'histoire a une certaine inertie. Le phénomène de dépendance au sentier veut que la séquence des événements compte autant que les événements eux-mêmes. Pour prendre un exemple simple, vous obtiendrez en vous douchant d'abord et en vous séchant ensuite un résultat radicalement différent de si vous vous séchez d'abord et vous vous douchez ensuite. La dépendance au sentier est particulièrement fréquente dans les systèmes complexes en raison de leur forte interconnectivité et de leurs nombreuses interdépendances, souvent imprévisibles. Une fois engagé sur une trajectoire donnée, il peut devenir impossible de s'extraire de son inertie sociopolitique. Imaginons par exemple que le monde essaie de normaliser la taille des prises électriques. Les consommateurs, les fabricants et les fournisseurs s'opposeront tous à cette évolution coûteuse, à moins qu'il n'y ait un gain prospectif gigantesque à la clé. Pour coordonner ce changement de norme, il faudrait soit une technologie nettement plus efficace, ce qui correspond à la méthode dite pull, où les gens auraient tout à gagner, soit une organisation imposante capable de forcer le changement, c'est la méthode push, forçant tout un chacun à changer en raison d'une menace quelconque. Le phénomène de dépendance au sentier permet d'expliquer pourquoi les événements dans le domaine sociopolitique influencent souvent les développements dans le domaine technique.
Les citoyens américains ont pu constater de près un tel refoulement lié à cette dépendance au sentier lorsque leur gouvernement tenta en vain de passer au système métrique dans les années 1970. Bitcoin a été lancé dans le monde comme une technologie unique en son genre. Une monnaie numérique non étatique émise selon un échéancier parfaitement fixe, décroissant et prévisible. Il fut stratégiquement lâché dans la nature, dans un groupe de cryptographes en ligne, à un moment où il n'existait aucune technologie comparable. L'adoption du Bitcoin et l'expansion de son réseau de minage se sont produits selon un processus organique, une séquence d'événements qui ne peut être répétée. Conduisons l'expérience de pensée suivante. Si un nouveau Bitcoin était lancé aujourd'hui, il présenterait dès le début un niveau de sécurité de chaîne réduit, car son réseau de minage et son hash rate, taux de hachage, devraient partir de zéro. Aujourd'hui, dans un monde qui connaît Bitcoin, ce nouveau Bitcoin, dont la chaîne est comparativement faiblement sécurisée, serait inévitablement attaqué, qu'il s'agisse de projets en place cherchant à défendre leur avance, de cartels bancaires internationaux ou même d'États-nations. On a ensuite un graphe qui nous montre l'évolution du taux de hachage, le hash rate de Bitcoin, avec la légende suivante: l'avance de Bitcoin en termes de taux de hachage semble insurmontable. La dépendance au sentier protège Bitcoin de telles perturbations car le processus naturel qui a conduit à son lancement et à son assimilation sur le marché ne peut pas être reproduit. La masse monétaire de Bitcoin est absolument rare. Il s'agit d'une découverte totalement exceptionnelle et unique dans le domaine de la monnaie. Même si le nouveau Bitcoin était mis en circulation avec une masse monétaire absolument rare, ses détenteurs seraient incités à détenir la monnaie dotée de la plus grande liquidité, bénéficiant des effets de réseau les plus importants et associée à la chaîne la mieux sécurisée. Cela les inciterait à délaisser le nouveau Bitcoin pour le Bitcoin original. Plus réaliste, au lieu de lancer le nouveau Bitcoin, ceux qui cherchent à le concurrencer adopteraient un vecteur d'attaque de type contrat social en lançant un hard fork, un embranchement divergent. Une telle tentative a déjà eu lieu avec l'embranchement divergent Bitcoin Cash, qui a tenté d'augmenter la taille des blocs pour améliorer ostensiblement son utilité pour les paiements. Cet embranchement se solda par un échec cuisant et par le renforcement tangible de l'importance de l'émergence de phénomènes de dépendance au sentier de Bitcoin. Breedlove insère ici un graphique qui n'est autre que la courbe du prix de Bitcoin Cash exprimée en Bitcoin et dont on mesure le déclin continu, donc qui témoigne effectivement de l'échec cuisant de ce hard fork. Et en légende, on a Bitcoin Cash envisage de se renommer Bitcoin Crash. Poursuivons notre expérience de pensée. Même si le nouveau Bitcoin présentait une diminution de la masse monétaire, c'est-à-dire s'il était doté d'une politique monétaire déflationniste, comment le taux de décroissance de la masse monétaire, déflation, serait-il déterminé? Par quel mécanisme ces bénéficiaires seraient-ils sélectionnés? Les acteurs du marché, nœuds et mineurs, s'efforçant de maximiser les avantages économiques tirés de cette politique monétaire déflationniste, des forks surviendraient qui auraient pour effet de diminuer la liquidité, les effets de réseau et la sécurité de la chaîne de ce nouveau Bitcoin. Cela pousserait tout le monde à se rabattre sur le Bitcoin d'origine, comme ils l'ont fait suite à l'échec de Bitcoin Cash. La dépendance au sentier garantit que ceux qui manigancent contre Bitcoin se feront griller. Renforcée par 4 effets de réseau, elle rend apparemment insurmontable l'avantage du premier arrivé dont Bitcoin bénéficie. L'idée de rareté monétaire absolue va à l'encontre des souhaits des structures de pouvoir profondément enracinées comme la Fed. Et comme pour le zéro, une fois qu'une idée dont le temps est venu est lancée dans le monde, il est presque impossible de faire marche arrière et de remettre le génie dans sa bouteille. Après tout, les idées imparables sont des formes de vie indépendantes. Et donc là, pour illustrer ce dernier propos, on a une image, une photographie de Carl Gustav Jung, ce médecin psychiatre suisse, avec cette fameuse citation « Les gens ne possèdent pas les idées,
Ce sont les idées qui possèdent les gens. Jeu fini, jeu infini. Fondamentalement, la macroéconomie est l'ensemble des jeux joués à l'échelle mondiale pour satisfaire les demandes de l'humanité, qui sont infinies, dans les limites de son temps, qui est strictement fini. Dans ces jeux, les scores sont comptabilisés en termes monétaires. Pour reprendre le jargon de l'ouvrage avant-gardiste Finite and Infinite Games, Jeu fini, jeu infini de James P. Carse, il existe deux types de jeux économiques. Les marchés non libres, planifiés de manière centralisée, qui sont théâtraux, c'est-à-dire qu'ils sont joués conformément à un scénario prédéterminé qui implique souvent la docilité et le mépris de l'humanité. Les atrocités commises en Russie soviétique sont un exemple des conséquences d'un système économique théâtral. Les marchés libres, en revanche, sont dramatiques, c'est-à-dire qu'ils sont mis en œuvre dans le présent selon des limites consensuelles et adaptables. Le développement de logiciels est un bon exemple de marché dramatique, car les entrepreneurs sont libres d'adopter les règles, les outils et les protocoles qui servent le mieux les clients. En clair, les jeux théâtraux sont régis par des règles imposées, basées sur la tyrannie, tandis que les règles de jeu dramatiques sont volontairement adoptées, basées sur la souveraineté individuelle. D'un point de vue moral, la souveraineté est toujours supérieure à la tyrannie. D'un point de vue pratique, les tyrannies sont moins efficaces sur le plan énergétique que les marchés libres, car elles exigent des tyrans qu'ils dépensent des ressources pour faire respecter les règles qu'ils imposent et pour protéger leur territoire. Les jeux volontaires, capitalisme de libre marché, l'emportent sur les jeux involontaires, socialisme centralisé, car ils n'engendrent pas ces coûts d'application et de protection. C'est la raison pour laquelle, à long terme, le capitalisme, liberté, l'emporte sur le socialisme, esclavage. L'interdépendance entre personnes est au cœur des dynamiques de division du travail et d'avantages comparatifs qui sous-tendent la proposition de valeur de la coopération et de la concurrence économique. On peut donc dire que la monnaie est un jeu infini. Son but n'est pas de gagner, mais plutôt de continuer à jouer. Car en effet, si un joueur possède tout l'argent, le jeu s'arrête, comme au Monopoly. En ce sens, le taux terminal de croissance de la masse monétaire, inflation de Bitcoin, qui est de 0 absolu, constitue l'ultime point de Schelling monétaire. Ce point focal de la théorie des jeux que les participants ont tendance à choisir dans un jeu d'opposition. Dans la théorie des jeux, un jeu est une situation dans laquelle il peut y avoir des gagnants ou des perdants. Une stratégie est un processus de prise de décision et un point de Schelling est la stratégie par défaut pour les jeux dans lesquels les joueurs ne peuvent pas se faire entièrement confiance, comme la monnaie. Donc là, on a un croquis, une sorte de Venn diagram, donc ce genre de schéma un peu de pâquerette où on a tous ces pétales, ces cercles concentriques qui convergent au centre, où on a une intersection entre tous ces différents centres d'intérêt. La légende est la suivante. Parmi les nombreuses sphères d'intérêt interpersonnels concurrents, la rareté est le point de Schelling de la monnaie. Les acteurs économiques sont incités à sélectionner la monnaie qui conserve le mieux sa valeur dans le temps, qui est la plus largement acceptée et qui transmet le plus clairement les informations sur les prix du marché. Ces trois qualités prennent racine dans la rareté. La résistance à l'inflation garantit que la monnaie conserve sa valeur et sa capacité à fixer avec précision le prix du capital dans le temps, ce qui conduit à son utilisation en tant que moyen d'échange. Pour ces raisons, détenir l'argent le plus rare est, sur le plan énergétique, la stratégie la plus efficace qu'un joueur puisse adopter. Et cela fait de la rareté absolue du Bitcoin un point de Schelling indéniable, un motif singulier et inébranlable dans les jeux joués sur la monnaie. Lointain descendant numérique du zéro, l'invention du Bitcoin représente la découverte de la rareté absolue de l'argent, une idée tout aussi imparable. Tout comme la découverte du néant absolu symbolisé par le zéro, la découverte de la rareté absolue de la monnaie symbolisée par Bitcoin est particulière.
l'or est devenu de la monnaie parce que parmi les métaux monétaires, c'est celui dont la masse monétaire est la plus inélastique, ou la plus rare relativement. Cela signifie que quel que soit le temps que l'on consacre à sa production, l'offre d'or est celle qui augmente le moins. Étant donné que son offre augmentait au rythme le plus lent et le plus prévisible, l'or fut privilégié pour conserver la valeur et déterminer les prix, ce qui a encouragé les gens à l'adopter volontairement, lui donnant ainsi le statut de monnaie dominante sur le marché libre. Avant Bitcoin, l'or était le point de shilling monétaire du monde car il facilitait les échanges en minimisant la nécessité de faire confiance aux autres acteurs. Comme son ancêtre numérique, le zéro, Bitcoin est une invention qui améliore radicalement l'efficacité des échanges en purifiant les transmissions d'informations. Le zéro instille plus de sens à chaque chiffre et Bitcoin confère plus de saillance aux signaux de prix. Dans le jeu de la monnaie, l'objectif a toujours été de détenir le métal monétaire le plus rare, l'or. Aujourd'hui, l'objectif est d'occuper le plus de territoire sur ce réseau monétaire absolument rare appelé Bitcoin. Une nouvelle ère pour la monnaie. Historiquement, les métaux précieux étaient les meilleures technologies monétaires en considération des 5 caractéristiques clés de la monnaie. Divisibilité, durabilité, portabilité, reconnaissabilité et rareté. Parmi les métaux monétaires, l'or était le plus rare et par conséquent il surclassait les autres sur le marché car il constituait une réserve de valeur plus saine. Dans cette ascension de l'or comme monnaie, c'est comme si les dynamiques à l'œuvre dans le libre marché cherchaient à converger vers une technologie monétaire suffisamment divisible, durable, portable et reconnaissable, et qui soit aussi absolument rare. On trouve de solides arguments allant dans ce sens en étudiant le système de l'euro-dollar. Les marchés libres sont des systèmes de calcul distribués qui s'orientent vers les prix et les technologies les plus utiles sur la base de la demande des individus et des capitaux disponibles. Ils assimilent constamment toutes les perspectives intersubjectives de l'humanité sur le monde dans les limites de la réalité objective afin de produire nos meilleures approximations de la vérité. Dans ce contexte, la rareté vérifiable est la meilleure approximation de la véracité de la monnaie, l'assurance qu'elle ne sera pas dévaluée au fil du temps. À titre d'exercice mental, imaginons dans un monde antérieur à Bitcoin qu'un nouvel or est découvert dans la croûte terrestre. En supposant qu'il est uniformément réparti sur toute la surface de la Terre et qu'il est strictement comparable à l'or en termes de ses 5 caractéristiques monétaires, à l'exception de sa rareté supérieure, les forces du libre marché conduiront à sa sélection en tant que monnaie, car il est beaucoup plus proche de la rareté absolue, ce qui en fait un meilleur moyen de conserver la valeur et de propager les signaux de prix. Vu sous cet angle, l'or, en tant que technologie monétaire, était la meilleure approximation de monnaie de rareté absolue à laquelle le libre marché avait accès avant que cette dernière ne soit découverte sous sa seule forme possible, numérique. L'offre de toute chose physique n'est limitée que par le temps requis pour se la procurer. Si en appuyant sur un interrupteur nous pouvions forcer tous les habitants de la Terre à extraire de l'or pour seule occupation, l'offre de l'or grimperait en flèche. À la différence de Bitcoin, aucune forme de monnaie physique ne peut garantir une offre fixe permanente. Pour autant que l'on sache, la rareté absolue ne peut être que numérique. La numérisation est avantageuse pour chacune des 5 caractéristiques de la monnaie. Puisque Bitcoin n'est qu'information, on peut dire que par rapport à d'autres technologies monétaires, sa divisibilité est suprême, l'information pouvant être infiniment subdivisée et recombinée pour un coût proche de 0, comme les nombres. Sa durabilité est suprême car l'information ne se dégrade pas, les livres peuvent survivre aux empires. Sa portabilité est suprême, l'information pouvant se déplacer à la vitesse de la lumière grâce aux télécommunications. Et sa reconnaissabilité est suprême puisque l'information est la substance la plus objectivement discernable dans l'univers, comme le mot écrit.
Enfin, et c'est le point le plus important, puisque Bitcoin impose de manière algorithmique et thermodynamique une offre de monnaie absolument rare, on peut affirmer que sa rareté est infinie, aussi rare que le temps, la substance que la monnaie est censée symboliser en premier lieu. La combinaison de ces caractéristiques rend la monnaie numérique absolument rare, apparemment assez indomptable sur le marché. Tout comme le chiffre 0 permet à notre système numérique de s'étendre et d'effectuer plus facilement des calculs, la monnaie donne à une économie la capacité de s'étendre socialement en simplifiant le commerce et le calcul économique. En d'autres termes, la rareté est essentielle à l'utilité de la monnaie et une masse monétaire terminale de croissance nulle exprime la rareté parfaite, ce qui fait de Bitcoin une technologie monétaire aussi proche de la perfection que l'humanité n'en a jamais eue. La rareté absolue est une avancée monétaire monumentale. Étant donné que la monnaie est évaluée par réflexivité, c'est-à-dire que son évaluation actuelle est influencée par la perception que les investisseurs ont de son échange futur, l'offre future parfaitement prévisible et finie du Bitcoin est à l'origine du taux d'expansion sans précédent de sa capitalisation boursière. Bitcoin est vraiment unique, une monnaie parfaitement rare et dont l'offre est prévisible. En résumé, l'invention de Bitcoin représente la découverte de la rareté absolue ou d'une irréproductibilité absolue qui est survenue en raison d'une séquence particulière d'événements idiosyncratiques qui ne peuvent pas être reproduits. Toute tentative visant à introduire dans le monde une monnaie absolument rare ou dotée d'une offre déflationniste est vouée à s'effondrer au profit de Bitcoin, comme l'atteste l'échec de l'embranchement du Bitcoin Cash. La rareté absolue est une découverte unique, tout comme l'héliocentrisme ou tout autre changement majeur de paradigme scientifique. Dans un monde où Bitcoin existe déjà, un lancement réussi via un système de preuve de travail n'est plus possible à cause du phénomène de dépendance au sentier, raison supplémentaire pour laquelle Bitcoin ne peut pas être répliqué ou déstabilisé par une autre crypto-monnaie basée sur ce mécanisme de consensus. Il semble donc à ce stade que la rareté absolue de la monnaie soit véritablement une découverte unique, inébranlable, totalement imperturbable comme le concept du zéro. Un véritable tueur de Bitcoin impliquerait un mécanisme de consensus et un modèle de distribution totalement nouveau dont la mise en œuvre serait supervisée par un groupe d'êtres humains d'un niveau d'organisation sans précédent. À ce jour, il n'existe rien qui puisse se rapprocher de telles exigences. De même qu'il n'y a jamais eu qu'un seul or analogique, il n'y aura sans doute jamais qu'un seul or numérique. Pour les mêmes raisons quantifiables qui font qu'un système numérique basé sur le zéro est devenu un protocole mathématique dominant et que le capitalisme l'emporte sur le socialisme, la rareté absolue de l'offre de Bitcoin continuera à l'emporter sur tous les autres protocoles monétaires sur sa voie menant à la suprématie mondiale. Les nombres sont les abstractions fondamentales qui régissent notre monde. Le zéro est le point de fuite du paysage mathématique. Dans le domaine de la concurrence et de la coopération interpersonnelle, la monnaie est l'abstraction dominante qui régit notre comportement. La monnaie apparaît naturellement comme la chose la plus échangeable au sein d'une société. Cela comprend aussi bien nos échanges avec les autres qu'avec notre propre futur. La rareté est la caractéristique de la monnaie qui lui permet de conserver sa valeur dans le temps, ce qui nous permet de l'échanger avec notre futur moi contre les coûts d'opportunité perdus, les choses que nous aurions pu échanger contre de l'argent si nous n'avions pas décidé de le conserver. Une monnaie rare acquiert de la valeur à mesure que notre productivité augmente. Pour ces raisons, la technologie la plus rare, qui présente par ailleurs des caractéristiques monétaires suffisantes, en termes de divisibilité, durabilité, reconnaissabilité et portabilité, tend à devenir la monnaie. En d'autres termes, c'est la monnaie la plus rare qui l'emporte. En ce sens, ce que le zéro est aux mathématiques, la rareté absolue l'est à l'argent. C'est une découverte étonnante, une fenêtre sur le vide, tout comme son prédécesseur, le zéro. Et là, on a une photo d'un trou noir, si je ne m'abuse, légendé.
image réelle de Bitcoin dévorant les monnaies fiat. Le Bitcoin est la singularité économique mondiale, le centre de gravité monétaire ultime, un dévoreur exponentiel de valeurs liquides dans l'économie mondiale, la quintessence du temps et le point zéro de la monnaie. La monnaie fiat termine toujours à zéro. Le zéro a démontré sa fonction de pierre angulaire de notre système de numération, le rendant évolutif, inversable et facilement convertible. Avec le temps, Bitcoin s'imposera comme le réseau le plus important du système économique mondial, augmentant l'évolutivité sociale, provoquant une inversion du pouvoir économique et assurant une conversion de la culture en phase avec la loi naturelle. Bitcoin permettra à la souveraineté de se loger au sein de l'individu, à nouveau, plutôt que d'être usurpée au niveau institutionnel comme elle l'est aujourd'hui. Tout cela grâce à son ancêtre singulier, le zéro. La planification centrale sur le marché monétaire, alias le socialisme monétaire, est en train de dépérir. Cette hiérarchie financière, tyrannique, a accru les disparités de richesse à l'échelle mondiale, financé des guerres sans fin et pillé des patrimoines entiers pour renflouer des institutions en difficulté. Le retour au marché libre de la monnaie est le seul moyen de réparer les ravages qu'elle a causés depuis plus de 100 ans. Contrairement aux banquiers centraux, qui sont des êtres humains faillibles, cédant à la pression politique pour piller le patrimoine des gens en imprimant de la monnaie, la politique monétaire de Bitcoin ne se plie à personne. Elle n'en a rien à foutre. Et dans un monde où les banques centrales peuvent simplement ajouter des zéros pour voler votre richesse, le seul espoir des gens est une monnaie zéro embrouille qui ne peut être ni confisquée, ni gonflée, ni arrêtée. Bitcoin a été spécifiquement conçu comme une contre-mesure aux politiques monétaires expansionnistes, c'est-à-dire à la confiscation des richesses par l'inflation des banquiers centraux. Bitcoin est une véritable invention de 0 à 1, une innovation qui change profondément la société au lieu d'introduire une simple amélioration graduelle. Bitcoin ouvre la voie à un nouveau paradigme pour la monnaie, les États-nations et l'efficacité énergétique. Plus important encore, il promet de briser le cycle de la criminalité dans lequel les gouvernements privatisent continuellement les gains via le seigneuriage et mutualisent les pertes via l'inflation. À maintes reprises, les sociétés ont été déchirées par l'inflation galopante, mais les leçons de l'histoire n'ont pas été retenues. Et une fois de plus, nous y sommes. Et là, il y a un petit dessin assez amusant, un mime de Twitter. Je vais essayer de le traduire. À tous ceux qui ont ouvert un bouquin dans leur vie, s'il te plaît, petit Jésus, fais tout ce que tu peux pour régler cette crise économique autrement que par l'impression de ce putain de fric. Je te le demande, putain. Et là, en réponse à cette supplication, on a le gouvernement avec l'emblème de la Fed, l'imprimante et puis un gars qui a pas l'air fut-fut, qui se réjouit en disant « Ah, l'impression monétaire, c'est parti, brrr !» Et Breedlove, en légende, remercie Internet pour tous ces mèmes hilarants si riches de sens. L'heure 0. Combien de temps encore le socialisme monétaire restera-t-il un modèle économique en vigueur? Le compte à rebours a déjà commencé. 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Décollage. Les techniciens des fusées attendent toujours le 0 avant l'allumage. Les comptes à rebours se terminent toujours à l'heure 0. Des guerres pétrolières qui éclatent en Eurasie, une pandémie mondiale, une politique monétaire expansionniste sans précédent et une nouvelle division par 2 du taux d'inflation du Bitcoin. 2020 devient rapidement l'heure 0 pour le Bitcoin. Taux d'inflation et bien-être de la société sont inversement liés. Plus on arrive à conserver la valeur de manière fiable dans le temps, plus la confiance peut être cultivée parmi les acteurs du marché.
lorsqu'une monnaie est déracinée de la réalité économique, comme ce fut le cas lorsque l'arrimage à l'or fut rompu et que la monnaie fiat vit le jour, son offre tend inévitablement vers l'infini, c'est l'hyperinflation, et le fonctionnement de la société sous-jacente se détériore, tendant vers zéro, c'est l'effondrement économique. Alternative imparable au marché libre, Bitcoin est enraciné dans la réalité économique grâce à la dépense d'énergie de sa preuve de travail et son taux d'inflation est prédestiné à atteindre zéro. Cela signifie qu'une société fonctionnant sur la base de l'étalon Bitcoin pourrait en tirer des avantages pratiquement infinis. Lorsque le taux d'inflation de Bitcoin atteindra finalement zéro au milieu du XXIe siècle, sa dureté en tant que réserve de valeur, mesurée par le ratio stock sur flux, deviendra infinie. Ceux qui en prennent conscience et l'adoptent rapidement bénéficieront de manière disproportionnée du transfert de richesse massif qui en résultera. Il y a une forme de réciprocité entre 0 et l'infini. 1 divisé par l'infini est égal à 0 et 1 divisé par 0 est égal à l'infini. De la même manière, le bien-être d'une société tend vers zéro à mesure que le taux d'inflation s'approche de l'infini, par le biais de l'hyperinflation de la monnaie fiat, et inversement, le bien-être d'une société peut en théorie croître à l'infini avec un taux d'inflation tendant vers zéro grâce à la rareté absolue du Bitcoin. Retenez bien cela. La Fed fait maintenant tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la disponibilité de liquidités infinies dans le système bancaire, ce qui signifie que la valeur de la monnaie fiat terminera à zéro. Effectivement, on en a la confirmation officielle avec ce tweet de Marty Bent qui se lamente en écrivant « Notre monnaie est officiellement pétée ». C'est une pure insanité. Parce que là, il ne fait que commenter, résumer les paroles de Neil Kashkari, qui est le président de la Fed de Minneapolis en 2020, qui répond aux inquiétudes de la personne qui l'interviewe là sur cette émission à grande écoute 60 minutes, en lui expliquant il n'y a pas de problème, il y aura toujours du cash aux distributeurs, parce que la Fed est capable, prête et disposée à imprimer un maximum de cash, du cash à l'infini. Et la légende est la suivante, la valeur marchande de la monnaie converge toujours vers son coût marginal de production. L'expression liquidité infinie, cash infini, signifie qu'inévitablement les dollars finiront par avoir la même valeur que le papier même sur lequel ils sont imprimés. Le zéro a surgi dans le monde comme une idée imparable parce que son heure était arrivée. Il a brisé la domination de l'Église et mis fin à son monopole sur l'accès à la connaissance et aux portes du paradis. Le mouvement qui en a résulté, la séparation de l'Église et de l'État, a redonné vigueur à l'autosouveraineté dans le monde, faisant de l'individu la pierre angulaire de l'État. Des cendres de l'Église naquit un modèle d'État-nation fondé sur des droits de propriété solides, l'État de droit et la monnaie du libre marché, aussi appelée monnaie saine. Cette nouvelle ère vit un essor sans précédent des progrès scientifiques, de création de richesses et de bien-être dans le monde. De la même manière, Bitcoin et la découverte sous-jacente de la rareté absolue de la monnaie est une idée dont le moment est venu. Émergeant des profondeurs des principes premiers, Bitcoin est le principe zéro de la monnaie. Bitcoin met fin au siège des banques centrales sur notre souveraineté financière. Il invoque un nouveau mouvement, séparation de la monnaie et de l'État, qu'il arbore telle une bannière révolutionnaire et rétablit la loi naturelle dans un monde ravagé par ce parasite de la méga-fortune, la Fed. Seules de telles idées imparables peuvent détruire des institutions autrement indéboulonnables. Le zéro a mis l'Église à genoux et Bitcoin est en train de placer l'Église mensongère de la Fed sous le soleil de son jugement tant attendu. Zéro et le Bitcoin sont tous deux emblématiques du vide, de la vacuité, ce royaume de pure potentialité d'où toutes choses jaillissent. Le néant à partir duquel tout est en effervescence et où toutes les possibilités s'effondrent in fine.
Zéro et le Bitcoin sont des idées imparables offertes à l'humanité, des gestes réalisés dans un esprit de gratuité. Dans un monde dirigé par des banques centrales qui se dédouanent de toute responsabilité, une cabale s'appuyant sur les perspectives trompeuses de liquidité à l'infini pour nous promettre tout, réveillant ainsi le spectre de l'hyperinflation, dans un tel monde, le néant pourrait bien être le plus beau présent que nous puissions jamais recevoir. Merci à Brahma Gupta et à Satoshi Nakamoto pour votre générosité. Voilà, c'est la fin de ce super texte de Robert Breedlove, une fin en apothéose dans un mouvement de synthèse des nombreuses notions abordées tout au long de ces 3 parties. C'est assez dense, et c'est pour ça que je me suis permis d'ajouter ces musiques de fond, histoire d'équilibrer un petit peu nos hémisphères cérébraux à l'écoute de ce texte très analytique. Mon commentaire là, il va être assez bref, je pense qu'on a pas mal chargé déjà avec ces 3 parties. Je voulais juste partager le fait que à ma première lecture de ce texte, c'est-à-dire peu de temps après sa publication, c'était donc mars-avril 2020, j'avais vraiment apprécié ce passage sur la dépendance au sentier parce que ça m'avait permis de commencer à saisir cette singularité, cette unicité radicale de Bitcoin en dépit de la possibilité de le dupliquer à l'infini. Et depuis, on a gagné encore plus de recul sur les échecs cuisants de tous ces projets successifs de fork de Bitcoin Core, des crashs qui viennent confirmer cette théorie donc. Il y a beaucoup de notions importantes dans cette dernière partie, comme ce point de shelling que constitue la rareté absolue de Bitcoin. Et je me dis que tu auras peut-être envie de reprendre la lecture de certains passages de cet article la tête reposée. Donc tu peux aller le consulter sur le site. Et puis tu pourras voir comme ça les belles illustrations qui accompagnent chacune des 3 parties. Il y a des choses amusantes. Un petit mot sur la conclusion de ce texte. Breedlove conclut sur cette heure zéro du Bitcoin. C'est vrai que le texte, il sort en mars 2020, à un moment où l'actualité est marquée par la pandémie et l'injection monétaire qui s'ensuit. Et tout ça, ça dépasse en intensité et en rapidité à peu près tout ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a Bitcoin qui va en quelques jours crasher de $10 000 à $3 800. Il y a véritablement un effet de sidération. D'ailleurs que le système va mettre bien à profit pour engager tout un tas de politiques liberticides et totalement ubuesques qui vont être appuyées par une propagande internationale massive assortie d'opérations psychologiques ciblées, comme au Royaume-Uni notamment, où les faits sont d'ailleurs avérés. Toute cette période-là et les mois qui l'ont suivi, pour moi, ça a été un petit peu comme ce tunnel, tu vois, qui nous a conduits sous le chapiteau du grand cirque, où depuis, jour après jour, se succèdent les sketchs de clowns décevants, les dresseurs de fauves impressionnants, et puis ces trapézistes volants qui, malgré des calculs de trajectoire fort approximatifs, défient encore la gravité. Et on peut se demander pour combien de temps encore. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Tweet, like, partage si cet épisode te plaît. Et puis passe une excellente journée, une bonne soirée, et puis à très bientôt. Ciao.